Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du plongeur Padawan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Cabrère. Salut Manu. Salut Lucie. Alors, pour raconter un petit peu notre lien avec toi, il faut remonter au tout début des plongeurs Padawan, pendant les confinements du Covid. Donc, quand on a décidé avec Papa et Gabin de lancer le blog. Pour rédiger nos articles, on avait besoin de conseils d'experts et c'est à ce moment-là que Papa s'est connecté avec pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Et donc Manu, toi, tu as immédiatement répondu à nos demandes, des questions souvent assez basiques. Et comme à ton habitude, tu as toujours été très sympa, patient et pédagogue avec nous. Pour tout ça, un grand merci Manu. Et entre-temps, on s'est rencontrés dans la vraie vie lors des salons de la plongée. Et puis, je suis allée faire un stage chez Aqualung en juin 2022. Ça fait un bon moment qu'on discute de faire un épisode de podcast. Et ça y est, on y arrive enfin. On a hâte que tu nous en dises un peu plus sur toi, ton parcours, ton travail chez Aqualung et puis ton rapport à la plongée sous-marine. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique, quelles études tu as suivies, etc. Oh oui, on peut, mais il va être un petit peu atypique, certainement à l'image du personnage que je suis aujourd'hui, sachant que dès l'école maternelle, je serais tenté de te dire que j'étais en dehors des clous. Ça s'est confirmé sur les études qui ont suivi en primaire, puis en secondaire, où j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui encore en échec scolaire, puisqu'après avoir redoublé au bas mot une bonne paire de fois, je suis arrivé à un âge où on m'a aiguillé vers des formations de type BEP, donc ce que j'ai embrassé puisque j'avais pas vraiment d'autre choix. Et puis là, c'était un petit peu une découverte, puisque j'ai enfin compris pourquoi on me demandait de faire des maths, de la physique, j'en passe et des meilleurs. Et puis, j'ai eu un bon parcours en BEP. Et puis de là, je décide, parce que les portes se réouvrent, de continuer sur ce qu'on appelait à l'époque un CAP dessinateur projeteur, dessin industriel et conception d'éléments mécaniques, avec une spécialisation en mécanique dite de précision. Et puis là, rebelote, une belle success story, j'enquille sur ce qu'on appelle une première adaptation. C'était une année de transition qui me permettait de récupérer un cycle plus conventionnel, première terminale, passer le bac français, le bac philo et puis le bac, toujours en mécanique de précision. Et puis j'enquille sur un BTS, toujours en mécanique de précision, que j'obtiens. Mais ayant redoublé 2 fois, ayant fait un cursus un peu long, BEP, CAP, bac, BTS, à mon époque, il fallait partir faire son service militaire. Et je termine en Guyane française. Donc, je suis originaire de Paris, je suis un pur produit parisien. Je suis né à Paris 14e, j'ai habité Paris, puis région parisienne. Et quand tu fais Noël et jour de l'an sous les cocotiers, oui, pour reprendre les études, mais certainement pas dans Paris intramuros ou Grande Couronne. Donc là, je reprends mes études et je pars dans le sud et j'intègre l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, à Montpellier. Voilà pour ce qui est des études. Donc je fais un cycle de 18 mois, 12 mois d'études et un stage en entreprise de 6 mois. Et là, premier job, ça sera ce qu'on appelle encore un peu aujourd'hui technico-commercial. Donc la combinaison de mon bagage technique plus de ce que j'ai appris à l'IAE. Et j'intègre une société qui s'appelait, puisqu'elle a disparu depuis, E-Tech, Hydrotechnologie. Et j'ai la responsabilité de vendre sur le territoire français des caméras vidéo en milieu extrême. Donc pendant 18 mois, je vais visiter un bon nombre des centrales nucléaires du parc français pour leur vendre des systèmes de visualisation en milieu ionisant, là où il y a de la radiation. Je travaille également sur ce qu'on appelle l'inspection et la réflexion de canalisation et le milieu offshore. Et là, j'ai dans mon portefeuille client une société iconique que je connais depuis déjà plongeur qui s'appelle l'Aspirotechnique industrielle et commerciale. Au bout de 18 mois, je rentre en conflit ouvert avec mon directeur commercial et je décide de quitter l'entreprise et contre toute attente, je réussis à intégrer un poste à l'Aspirotechnique industrielle et commerciale. Et c'est comme ça que dès décembre 90, mon histoire avec cette vieille dame respectable a commencé et continue toujours. Donc après plus de 33 ans de bons et loyaux services.
Anecdote amusante, tu as même rencontré le commandant Cousteau à tes débuts chez la Spirotechnique, donc qui est l'ancien nom d'Aqualung. Ouais, absolument. J'ai eu le privilège, la chance de le rencontrer par 2 fois. Une fois en nos locaux et une fois lorsqu'on a célébré les 50 ans du CG43. Donc on avait organisé à l'époque au salon nautique, puisqu'il y avait un village plongé au salon nautique de Paris. On avait donc invité le commandant à venir célébrer cet anniversaire avec nous sur le stand de la Spiro. Donc devant un parterre de journalistes absolument incroyable, puisque on était à cette époque-là filiale d'Air Liquide. Donc la presse économique s'intéressait à une des filiales d'Air Liquide qui célébrait ses 50 ans d'existence. Et puis surtout en ayant fait venir le commandant Cousteau, qui à l'époque était quand même encore très très connu de bon nombre de Français. Je crois même qu'il est encore dans le top 10 mondial des célébrités françaises. Ah ouais? Ouais. Donc oui, je dois avoir quelques photos avec quelques années de moi avec le commandant sur le stand de la Spiro au Salon Nautique de Paris. Trop bien. Tu as très longtemps été chef produit pour les détendeurs et stabilisation chez Aqualung, mais depuis quelques mois, tu occupes maintenant un nouveau poste. Avant de parler de ta nouvelle fonction, est-ce que tu peux nous raconter en quoi consistait ton travail en tant que chef produit? Le chef produit, c'est quelqu'un qui a plusieurs étiquettes, ce qui valorisait mes études, puisque j'avais un bagage technique, j'avais un bagage également rattaché à l'IAE, donc tout ce qui est vente, commerce, communication. Donc le chef produit, c'est celui qui est connecté avec l'extérieur. Si je prends un petit peu une caricature, c'est le trait d'union entre les gens de la recherche du développement et le monde extérieur. C'est lui qui est sur le terrain, qui est en discussion avec les réseaux de distribution, que ce soit les magasins, les distributeurs, voire les filiales du groupe à l'étranger, pour être sûr que les ingénieurs qui vont développer les produits aient les bonnes informations. Donc c'est un petit peu le chef d'orchestre qui est capable de rédiger ce qu'on appelle dans le jargon des briefs, des cahiers des charges, pour prendre un mot un peu plus français, le cahier des charges des futurs produits. Donc oui, j'ai rédigé avec les équipes des cahiers des charges pour assurer le développement d'un certain nombre de détendeurs sous le nom de la marque, la Spirotechnique, et puis également sous le nom de Aqualung. Oui, je suis à l'origine d'un des fleurons de la marque, qui est le détendeur Légende, donc avec les équipes de bureau d'études, ce qu'on appelle aujourd'hui recherche et développement. On a posé ensemble les premières fondations du détendeur Légende. Qu'est-ce qui fait du détendeur Légende un détendeur si spécial et unique en fait? Dans le cahier des charges au départ, au début des années 2000, en 2002, c'est quelque chose d'assez facile pour moi de me souvenir. C'est ancré parce que c'est l'année de naissance de mon fils, et ensuite c'est ce qu'on appelle un palindrome. Quand tu lis l'année 2002, que tu lises de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est exactement la même chose. Donc début des années 2000, les fabricants sont dans l'obligation de respecter une norme européenne, qui est la fameuse EN 250, aujourd'hui avec l'indice A, qui spécifie un certain nombre de contraintes de conception. Le détendeur doit répondre à un certain nombre de critères, et notamment ce qu'on appelle le travail ventilatoire. Tu sais comme moi, quand on plonge, on va dépenser de l'énergie pour inspirer, donc avoir de l'air dans nos poumons, et puis on va dépenser de l'énergie pour expirer l'air contenu dans nos poumons. Tout ça, on va le quantifier et on va avoir une valeur de travail exprimée en joules par litre. Donc là, c'est un petit peu la course entre les concurrents pour offrir la meilleure valeur possible de travail ventilatoire. Sachant que ce travail, plus le chiffre est faible, meilleur c'est. C'est-à-dire que je ne dépense pas d'énergie pour respirer sous l'eau. Donc ça a été un des premiers critères, c'était d'offrir le meilleur travail ventilatoire du moment. Et en tant que chef produit, à force de discuter avec des gens, on a commencé à introduire d'autres notions en termes de confort. Oui, l'énergie que je dépense pour respirer, c'est une forme de confort, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et là, le cahier des charges que j'ai rédigé avec les équipes, il était bien spécifié qu'on voulait un deuxième étage qui ne tire pas sur les mâchoires, et ce, quelle que soit la typologie de persona, donc un homme, une femme, un enfant, donc donner l'impression effectivement de quelque chose de léger en bouche. On voulait également que la manière dont l'air arrive en bouche soit le plus optimum possible. À l'époque, pour exprimer aux ingénieurs ce que l'on cherchait à obtenir,
J'utilisais le langage qu'on utilise généralement en œnologie, donc la science du vin. J'essayais de caricaturer, de schématiser la manière dont l'air arrivait en bouche. Et il y a des vins qui ont des attaques très franches en bouche, il y a des vins qui ont des attaques un peu plus souples. On voulait que les gens soient capables de passer en caricaturant d'un Bordeaux à un Bourgogne et un Bourgogne à un Bordeaux. Quelle que soit la manière dont je veux respirer, quelle que soit la manière dont je veux sentir l'air arriver en bouche, je veux avoir un air qui arrive avec énormément de vitesse, avec énormément de volume, ou à contrario, je respire du bout des lèvres et ça me va très très bien. Et il fallait que le détendeur légende puisse passer de l'un à l'autre sans que on heurte les gens qui auraient préféré une injection agressive. Vous voulez une injection agressive, pas de problème. On vous met à disposition des réglages de performance ventilatoire sur votre deuxième étage et vous modifiez en clou de séquence. Et c'est parce qu'on a fait ça que le Légende est devenu le succès iconique qu'on lui connaît encore aujourd'hui. C'est parce qu'on a su offrir autre chose qu'une simple valeur de travail, d'énergie à dépenser pour respirer. On a amené plein d'autres choses. On a essayé de supprimer également les phénomènes de vibration. Il y a des étendeurs qui, lorsque tu inspires un peu violemment dessus, en surface ou en plongée, qui se mettent à vibrer. Ouais. Il était absolument hors de question qu'un détendeur comme le Légende génère ce genre de phénomène. Entre l'idée de départ et le moment où le détendeur Légende 1 s'est retrouvé dans une boîte, il s'est écoulé plus de 3 ans de tests dans nos centres de plongée partenaires. On a des centres de plongée partenaires un petit peu partout dans le monde avec des typologies différentes en termes de lieux, de température d'eau, de salinité, de plage. Le pire, c'est ces plages de sable blanc immaculé, mais qui est du sable corallien et qui est presque de la poussière. Donc, qui s'immisce absolument partout dans le détendeur. Donc voilà, le genre de test qu'on a fait endurer aux légendes avant qu'il soit commercialisé. On voulait le produit parfait avant même la distribution en boutique. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de tester le Légende, pas encore en tout cas. Mais cet été, j'ai plongé pour la première fois avec un détendeur à moi. C'est un détendeur sur lequel tu as travaillé aussi. C'est le Helix. Et ça fait quand même une différence incroyable. Je l'ai senti parce que tu respires, c'est tellement fluide, c'est tellement confortable en fait d'avoir un bon détendeur à soi. C'est trop bien. Ouais, c'est comme ta première voiture où tu viens de passer le permis, t'as pas forcément un gros budget, tu achètes que tu peux, mais t'accèdes pas au confort des voitures modernes, on va dire. La climatisation, l'ABS, t'as toutes les aides. Un dépendeur, c'est un petit peu pareil. Oui, il y a le dépendeur façon auto-école, ce qu'on va trouver à la location dans des centres de plongée, qui sont de bons équipements. Je veux dire, c'est fiable, c'est robuste, mais c'est pas nécessairement super performant. Donc oui, quand tu accèdes à ton premier détendeur, c'est généralement la découverte de confort, de souplesse, d'air qui arrive effectivement à la moindre sollicitation. Donc la respiration ne devient plus un problème en soi. Tu peux te concentrer sur le côté exploration. Généralement, quand on achète son premier détendeur, c'est qu'on vient de terminer une certification. Je caricature un petit peu, mais c'est quand même bien ça. Et ce qui te permet de profiter pleinement de tes plongées. Donc, je suis content que ta première expérience, de vraie expérience de respiration sous-marine, se soit fait avec un des derniers produits sur lesquels j'ai travaillé, mais qui, dans sa conception, va chercher ses origines sur des plateformes, des détendeurs Légende. C'est ce qui fait le succès de notre gamme aujourd'hui, d'un point de vue purement technique, de composants internes. Dans le contexte socio-économique du moment, en tant que chef produit, j'ai toujours cherché à utiliser des plateformes existantes pour éviter de redupliquer le travail de recherche et de développement. On était plus dans ce qu'on appelle le D du développement et de faire évoluer les gammes de produits autour de ce qu'on appelle de chaînes cinématiques qui soient plus éprouvées pour satisfaire le plus grand nombre. Après, c'est des histoires de positionnement, de storytelling qu'on va appliquer sur tel et tel produit. Ce qui est drôle aussi, c'est que justement, quand j'étais venue en stage en 2022, j'avais pu voir plein de départements différents. Et quand j'étais venue voir un peu les détendeurs, vous travaillez justement sur le détendeur Helix, celui que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle au final.
C'est vrai que c'était juin 2022. Ouais, Waouh, ouais, mon Dieu. c'est énorme. Je suis content effectivement que tu aies pu voir tout ce qu'on peut raconter à partir du moment où le produit est en phase finale. Parce que je crois que quand tu étais là en juin, le design du produit était figé et qu'on finalisait tous les outils pour le lancement du produit. Ouais. Il y a quelques semaines, Aqualung a présenté un nouveau produit qui a beaucoup fait parler. C'est Aquasense, un écosystème complet électronique et connecté. Est-ce que tu peux nous en parler? L'Aquasense, c'est une première brique, c'est une première étape dans ce que pourrait, j'utilisais le conditionnel, ce que pourrait devenir le scaphandre autonome. On a célébré il n'y a pas très longtemps les 80 ans du CG43. On veut se projeter et montrer aux gens qui nous font confiance, et pas que même dans un contexte économique difficile, on est capable de se projeter sur du court, du moyen, du long, pour pas dire du très long terme. Il est vrai que depuis déjà de nombreuses années, le détendeur de plongée n'a pas beaucoup évolué. Je vais prendre encore mon analogie avec l'automobile parce que ce sont des choses qui font tellement partie du paysage et de notre quotidien qu'on les appréhende sans trop de difficultés. Début des années 2000, on avait fêté le centenaire de l'automobile. Et pour le centenaire, on s'est rendu compte que le principe de fonctionnement était le même. Compression, combustion, explosion, déplacement. Et effectivement, pendant plus d'un siècle, on a, grâce à l'outil industriel et les outils de production, amélioré la qualité de fabrication des pièces. Donc, sous-entendu, une meilleure répétibilité des pièces. Donc, plus de fiabilité, plus de confort. La plongée, c'est pareil. Il y avait avant des détendeurs, je prends des raccourcis, un seul étage. Donc, il fallait inspirer tout le volume d'air dans un tuyau, recracher dans le deuxième, les détendeurs CG43, 45, plus derrière toutes les générations de détendeurs Mistral. Puis un jour, on a lancé une révolution. Ça a été les détendeurs qu'on connaît aujourd'hui, les détendeurs dits à 2 étages de détente. Donc là, on a amélioré la performance ventilatoire. On a, sans le savoir, amélioré ce qu'on évoquait tout à l'heure, le travail ventilatoire. Donc la quantité d'énergie à dépenser est devenue moindre. Les pièces étant mieux usinées, on a amélioré la fiabilité. C'est ce qui nous permet aujourd'hui sur des détendeurs Aqualung de préconiser une inspection visuelle au bout d'1 an et de changer les pièces au bout de 2 ans. On aimerait pouvoir annoncer demain qu'on peut faire un changement de pièce tous les 3 ans parce que les mécanismes deviennent de plus en plus fiables. Comme dans l'automobile, on a amélioré le confort, les performances, la sécurité, mais ça s'arrête là. Et là où aujourd'hui, dans l'automobile, on a des véhicules qui sont connectés, qui vont recevoir sur un dock ton téléphone portable, pour te permettre d'accéder, tout en gardant les mains sur le volant, à des listes de diffusion de musique, à des aides à la navigation, en plus de ceux qu'on peut trouver dans les véhicules automobiles. Le véhicule intègre de plus en plus d'éléments de sécurité, d'antifranchissement de lignes blanches, de rétroviseurs qui, de nuit, vont corriger les phénomènes d'éblouissement, de détection de piétons. Enfin, il y en a tellement, la liste est tellement longue que ça serait un peu compliqué de toutes les passer en vue. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas commencer à chercher à digitaliser le scaphandre autonome? Comme tu le disais tout à l'heure, oui, la pièce maîtresse du scaphandre, c'est ce qui nous permet de respirer sous l'eau. Aujourd'hui, ça nous permet juste de respirer sous l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à améliorer l'expérience plongée? Il n'est pas rare de voir de jeunes plongeuses ou jeunes plongeurs, à l'issue des premières plongées de formation, essayer de comparer le volume d'air restant dans la bouteille avec celui des petits copains et celui du moniteur. Il te reste combien dans ta bouteille? Moi, on porte 120 bars. D'accord, moi, il me reste 80. On a tous connu ce genre de petites discussions. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre aux gens de mieux ventiler sous l'eau? Aujourd'hui, oui, on t'apprend à respirer sous l'eau, mais on ne va pas forcément t'apprendre à optimiser la manière dont tu peux ventiler sous l'eau. Alors, il y a plein de choses qui impactent la consommation. Il n'y a pas ce qu'on appelle le régime ventilatoire. Il y a la manière dont je vais être lesté. Il y a la manière dont je vais être stabilisé. Il va y avoir ma position dans l'eau. Il y a plein de choses qui peuvent impacter. Mais ça commence par le contrôle de sa respiration. Donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, peuvent être à nos yeux, intégrés dans un détendeur.
Donc, l'AquaSense va être le premier détendeur à intégrer ce qu'on appelle les sondes, les émetteurs de gestion d'air qui sont généralement couplés avec des ordinateurs. Mais on veut aller au-delà, pas simplement afficher de la pression d'air qui me reste dans ma bouteille. On peut imaginer, puisqu'on monitorera la manière dont je ventile, anticiper les phénomènes d'essoufflement. On sait tous que le risque pour nous, c'est l'essoufflement. Là, encore une fois, l'AquaSense devrait nous permettre de pouvoir anticiper et contrôler ce genre de phénomène. C'est un petit peu comme les fiches santé sur nos smartphones. Plus je les utilise, plus j'enrichis, plus j'ai de data et plus je peux anticiper sur ce qui va se passer. Pareil, des gens qui ventilent beaucoup, en soi, c'est pas catastrophique, en faisant bien attention de ne pas rentrer dans ces processus d'essoufflement. Mais des gens qui vont plonger dans des eaux un petit peu plus froides, ça peut générer des dysfonctionnements du détendeur, parce qu'on va générer énormément de froid et qu'on peut aller jusqu'à faire givrer le détendeur. Donc, le détendeur, connecté avec un ordinateur, pourrait éventuellement informer des phénomènes de risque de givrage qu'on pourrait rencontrer sur un détendeur. Il suffit juste d'observer ce qui se passe pendant une plongée, l'ensemble des éléments qu'on doit gérer, et c'est bien pour ça qu'on nous forme à ça dans nos cursus de formation. Après, ce sont toujours les mêmes analyses de risque, mais avec des profondeurs qui vont augmenter, parce qu'avec la profondeur, le risque va augmenter. Cette première brique, on l'espère, devrait nous permettre à terme d'intégrer tous ces éléments-là pour, encore une fois, améliorer l'expérience du plongeur. C'est pas comme on a pu lire déjà sur certains forums ou certaines réflexions sur le net. Non, c'est pas prendre le contrôle, c'est juste améliorer l'expérience. Aujourd'hui, les gens qui critiquent, j'aurais envie de dire, bah ouais, c'était tellement mieux avant de plonger avec un Mistral et une bouée collerette, quoi. J'ai connu ces révolutions-là. Quand je suis rentré en 90, le gilet de stabilisation, c'était pas encore rentré dans les mœurs, hein. Les textes et les arrêtés pour avoir le droit d'utiliser le gilet de stabilisation, c'est un arrêté qui date de 92. Le gilet de stabilisation, notamment aux États-Unis, il existe depuis la fin des années 50. Donc 40 ans pour faire changer les mentalités. On est prêt à attendre 40 ans pour que l'AquaSense devienne la nouvelle référence dans la manière dont le scaphandre autonome peut éventuellement évoluer. Ordinateur de plongée en 90, j'en parle même pas. Les gens qui aujourd'hui nous disent « Ah oui, mais l'électronique dans l'eau, ça marche pas ». Je suis sûr que c'est les premiers à avoir 1, voire 2 ordinateurs de plongée. C'est pas pour autant qu'ils sont en danger. Aujourd'hui, le nombre d'électroniques embarquées qu'on a en marine marchande, en marine de guerre, en plongée professionnelle, en plongée militaire, on sait gérer l'électronique sous-marine, ça pose absolument aucun problème. Mais oui, le plongeur est un consommateur très conservateur. On le sait et on l'assume pleinement. Et ceux qui voudront partager ce bout d'aventure avec nous sauteront dans le bateau pour aller plonger et bénéficier de nouvelles expériences. Et donc, justement, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on pourra le voir et plonger avec? Alors, plonger avec, on commence les plongées de test, on en a déjà fait un certain nombre. Donc, le plus dur reste à venir, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Et là, même si, effectivement, en tant qu'industriel, on fait pas du détendeur depuis hier, ça fait quand même quelques décennies qu'on en fabrique. Mais là, on découvre tout. On découvre tout. Au fur et à mesure de la réception des composants, on vont se combler des problèmes d'accostage entre sous-ensembles mécaniques et électroniques. Sachant que la fondation même du détendeur, elle ne change pas. Le fonctionnement reste mécanique. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remettre les pendules à l'heure. Non, le fonctionnement du détendeur n'est pas piloté par l'électronique. On est sur un système conventionnel de détente de l'air. On n'en est pas encore comme dans l'automobile à avoir des véhicules hybrides ou des véhicules full électriques. Donc, le fonctionnement du détendeur est mécanique et il est assisté avec de l'électronique qui sera là pour mesurer, quantifier tout ce qui se passe sur le détendeur. Si tout se passe bien, comme on l'a annoncé, on espère pouvoir commencer à présenter des produits qui sortiront de nos chaînes de production d'ici fin de l'année. Le fin de l'année étant dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, on sait tous qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et que tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, pour ne citer que ça,
faut gérer avec tous ces facteurs externes qui peuvent être soit des accélérateurs, soit des freins. On verra comment évoluent les situations externes pour que nous, en interne, on puisse continuer à dérouler le scénario idéal de lancement du produit. J'imagine que ça doit être difficile de nous donner un chiffre spécifique, mais est-ce que vous avez un peu une idée du prix que ça va représenter? Le prix n'est pas nécessairement synonyme de moyen ou haut de gamme, ce qu'on appelle chez nous dans le jargon marketing le good, le better, le best. On est plus sur l'innovation. Je parlais à l'instant des véhicules électriques. Oui, un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique, qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, mais c'est le prix de la technologie. Donc derrière, c'est faire comprendre aux gens pourquoi je dois dépenser cette somme-là. C'est pas dire l'AquaSense c'est un étendeur haut de gamme. J'ose espérer que dans les années à venir, on sera en capacité de proposer un AquaSense Good, Better, Best. Je reprends le positionnement marketing. Alors, on adhère ou pas, peu importe de ce que peuvent faire des sociétés comme Apple sur leur téléphone. Je crois qu'ils en sont au 16. Oui, il y a l'iPhone 16 qui coûte une blinde, comme dit familièrement, mais qui propose un nombre de services. Mais si j'ai envie d'un iPhone, je peux descendre dans la gamme des iPhone 16 et antérieurs. Peut-être qu'on sera demain en capacité de proposer des AquaSense avec des positionnements prix différents, tout simplement en fonction des options et des périmètres d'expérience qu'on sera à même de proposer aux consommateurs. C'est un produit qui intègre un certain nombre de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui sur des détendeurs. La communication est un art difficile, donc charge à nous de faire comprendre aux gens la valeur ajoutée du produit et pourquoi il y a un tel coût. L'électronique peut nécessiter l'utilisation, comme on les connaît chez nous, de salles blanches pour éviter toute forme de pollution, puisqu'il y aura peut-être des chambres séparées avec l'électronique embarquée pour permettre à des techniciens de faire des révisions sur la partie mécanique du produit. Puis après, va avoir des ateliers spécialisés avec des outillages spécifiques, pourquoi pas des pièces adaptées à l'intervention sur de l'électronique. Charge à nous, fabricants, de former les équipes internes et externes qui seront en capacité d'intervenir sur l'entretien, la révision, voire la réparation de ces équipements. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton nouveau poste au sein d'Aqua-Loong? Ça fait 1 an, j'ai émis le souhait de commencer à transmettre un petit peu l'ensemble des compétences que j'ai pu développer tout au long de ma carrière. Je vais tranquillement sur mes 60 ans et j'ai envie de commencer à partager avec les collaboratrices et collaborateurs du groupe l'ensemble des connaissances que j'ai pu acquérir, comme l'ont fait mes pairs il y a un peu plus de 30 ans. Donc, en guise de remerciement pour ce que l'entreprise et le groupe a pu faire pour moi, j'ai émis le souhait de transmettre tout ça. Et de fil en aiguille, on a décidé de créer cette Aqua-Loong Group Academy qui a la fonction première de former nos équipes en interne. Désolé, il y a des gens qui, quand j'ai publié sur les réseaux sociaux mes nouvelles fonctions, pensaient que le groupe allait ouvrir ses portes aux non-salariés. Pas encore, pour le moment, priorité à nos équipes pour s'assurer que les jeunes générations qui nous ont rejoints soient en capacité de continuer à transmettre le flambeau de nos produits et de nos expertises. C'est génial. Ouais, c'est plutôt très sympa. C'est sans fin parce que à partir du moment où tu commences à dérouler la pelote, tu te rends compte qu'il va falloir parler de ça parce qu'on n'a pas à parler de ça. Donc c'est quelque chose de très très vivant et je change en permanence les modules. Les process sont écrits, parce qu'on est une société certifiée ISO, donc tout ce qu'on fait rentre dans un cadre normatif, on va dire. Donc l'académie rentre dans ce cadre-là. On a des formations même en interne qui sont certifiantes. Et ça tourne pas autour des produits. Je dirais que j'ai la chance d'avoir une très très grande autonomie sur tout ce qui tourne autour de la connaissance du marché, l'histoire du groupe et de nos produits. La formation en interne, ce n'est pas que ça. Ça peut impacter tous les autres départements du groupe. Quand les gens ont des besoins de formation interne, ils peuvent toujours toquer à la porte de l'académie pour voir si le module existe ou pas. Puis s'il n'existe pas, on va jauger de l'utilité, de l'opportunité, de la nécessité de créer un module interne par des gens de l'entreprise, mais ça peut aller jusqu'à intégrer des modules pilotés par des consultants externes.
On n'a pas la prétention en interne de pouvoir déployer toutes les expertises dans tous les domaines. Donc, si on les a pas, on fait intervenir des gens de l'externe, mais ça rentre dans le catalogue des formations de l'académie que je pilote avec l'équipe. On te connaît pour tes activités liées à la plongée, mais dans la vie, tu as une autre passion, le trail. Et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux peuvent suivre tes aventures. C'est incroyable, tu fais des courses de plusieurs dizaines de kilomètres en montagne. Est-ce que tu peux nous raconter ta passion pour ce sport? Il y a 16 ans, je suis rentré dans un salon de la plongée. Je me sentais pas en grande forme, fatigué. Tu sens que ton corps t'envoie des signaux. Donc, j'ai eu la sagesse. Aujourd'hui, je dirais que c'est la sagesse d'écouter mon corps. Ça a commencé par une prise de poids. Je suis monté sur ma balance. Et là, j'ai vu que la balance m'indiquait 3 chiffres. Donc, ça a été un petit peu un électrochoc. Bon, c'est vrai qu'en plongée, ça me posait pas de problème. Mais effectivement, arrivé aux alentours des 40 ans, se dire qu'on pèse tout de 100 kilos, on peut pas s'empêcher de se projeter un petit peu plus. Et là, je dis, bon, il va falloir faire quelque chose. Donc, j'ai commencé à trottiner. Parce que quand tu fais 100 kilos, on n'est pas encore dans la notion de courir, c'était plus de la marche rapide et trottiner. Et puis, à partir de ce moment-là, tu commences à rentrer dans une spirale un petit peu positive où tu commences à sentir les bienfaits de la randonnée, de la marche, de la course. Et puis, tu découvres par hasard la randonnée, la course en sentier. C'est tout simplement un collègue de travail qui m'a fait découvrir ça. Et là, je suis tombé amoureux parce que j'ai trouvé ça super ludique. Parce que tu es reconnecté nature, ça monte, ça descend. Dans les chemins, il y a des fois des arbres qui se sont cassés la figure. Donc, tu dois passer par-dessus des arbres. Et puis, de fil en aiguille, tu fais des courses de 5 km, 10 km. J'ai toujours aimé les challenges. Donc, tu t'inscris à des courses avec un dossard dans la région niçoise. Parce qu'en plus, habitant à Nice, on a un terrain de jeu qui s'y prête énormément. Et puis, de fil en aiguille, ça te plaît. On avait la chance à la Spiro d'avoir un coach sportif qui l'aide pour faire du coaching de groupe, la cohésion de groupe. Quand tu vas courir avec ton PDG, ton chef de service et tout le monde est en short, il y a un peu moins de différence, on va dire. On est tous là en train de souffrir et se faire engueuler par un coach qui, lui, ne fait pas de distinguo hiérarchique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à pousser un petit peu les curseurs. En parallèle à ça, j'ai fait un accident de plongée. Donc, j'ai fait un vestibulaire avec derrière un diagnostic avec un FOP. Donc, je suis aujourd'hui limité dans ma pratique. Et ce que j'aimais dans le trail running en montagne, c'est un petit peu ce qu'on découvre lorsqu'on pratique la plongée un petit peu engagée. Planifier sa plongée, plonger sa planification. Le trail running, c'est un petit peu pareil. Il y a une dimension où on doit faire corps avec un élément naturel qui est la montagne. Tu parlais de ta première expérience de détendeur. En course à pied, ça va être la chaussure. Moi, j'ai mis plus de 3 ans à trouver une marque qui convienne à la manière dont je cours, à la manière dont je me déplace, au terrain que je peux pratiquer. J'ai même, comme toi, avec la famille, vous avez créé Plongeur Padawan. Moi, j'ai créé un petit blog Born to Trail pour permettre aux gens qui, comme moi, partaient d'un peu loin, 100 kilos, et en moins de 5 ans, par rapport à ma pratique, j'ai, à l'année de mes 50 ans, couru le double de mon âge en kilomètres. 5 ans après avoir décidé de commencer à trottiner, je bouclais du côté de Grenoble mon premier 100 km. 19 heures d'effort. Et puis, je pense que comme je pouvais plus faire de plongée engagée, j'ai transformé ce côté engagé sur les ultra-trails. Et puis, comment plonger technique, toujours plus long, toujours pas forcément plus profond. Mais oui, toujours plus engagé en termes de durée, en termes de température. L'ultra-trail, c'est un petit peu pareil. J'ai toujours continué à pousser les curseurs. 2024, j'ai réussi, en ayant une vie privée et professionnelle bien chargée, j'ai réussi à placer 2 ultras, une course de 110 et une de 120, pas loin de 5000 km de parcouru dans l'année entre les courses intermédiaires, les entraînements. Je suis un grand malade, comme je dis, mais je me soigne. Donc, rendez-vous quelque part en 2025 sur des projets encore un peu plus fous. C'est énorme, bravo. Merci. Revenons un peu à la plongée. Est-ce que aujourd'hui, malgré tout, tu plonges encore un peu? Plaisir ou travail? Les deux m'arrivaient. J'y m'arrivais parce que pour avoir le droit de plonger pendant ses heures de travail en France, il faut avoir le statut de scaphandrier. Ouais. Donc jusqu'il y a encore quelques mois, j'avais encore ce statut que je viens de perdre
Faut savoir que c'est pas quelque chose qu'on a, comme on dit, ad vitam aeternam. Donc, tous les 10 ans, faut refaire une qualification. Je disais tout à l'heure que j'avais fait un accident de décompression, que j'avais été diagnostiqué avec un FOP. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué que d'avoir ce statut de plongeur professionnel scaphandrier avec un FOP. Alors oui, je pourrais me faire opérer. C'est des opérations qui sont somme toute courantes. Mais comme je le dis, c'est quand même une intervention qui touche le cœur. À presque 60 ans, j'ai pesé le pour et le contre vis-à-vis du boulot, vis-à-vis de la famille. Et j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer. Donc, je savais qu'en ne me faisant pas opérer, je ne pouvais plus prétendre à cette classification. Donc non, aujourd'hui, je ne plonge plus pendant mes heures de travail, ce qui m'empêche pas, en respectant et en appliquant un protocole un petit peu particulier, je peux encore me mettre dans l'eau en limitant la profondeur, en limitant la durée, en limitant le nombre de plongées par jour, par semaine, et puis en respirant des mélanges suroxygénés. Si je plonge, et ça m'arrive encore, c'est pas pour aller faire, comme je dis, la pierre au caillou, c'est pour aller faire une plongée d'exception dans un endroit que j'ai pas encore punaisé sur la carte des nombreux spots de plongée que j'ai pu écumer en privé, mais également en professionnel. Alors, à quel âge est-ce que tu as commencé la plongée? J'ai fait mon baptême, je devais avoir 12-13 ans. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui travaillait à Air France. On a en famille bourlingué dans pas mal d'endroits. Et puis un jour, on distribue un flyer. D'abord, tu te promènes le soir avec tes parents en mangeant une glace dans la marina. Puis voilà, ça a commencé comme ça. Pour un petit peu en Poitiers, parce que quand tu habites à Paris, je suis né en 1965, donc milieu des années 70, trouver des créneaux dans une piscine municipale qui fait de la plongée sous-marine, c'est un petit peu compliqué. Et tout s'est ensuite accéléré lorsque j'ai rejoint le bassin méditerranéen, comme je te l'expliquais tout à l'heure dans mon parcours, où là, effectivement, j'ai commencé à plonger très sérieusement. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la grande maison, comme je dis. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de formations payées par mon employeur. Mon bon nombre de mes certificats de plongée ont été pris en charge par mon employeur parce que j'en avais besoin. J'ai même été formé à la plongée nitrox, non pas en France parce qu'à ces années-là, au milieu des années 90, il n'y avait pas de formation nitrox. Donc avec un collègue de travail, on est parti une petite semaine en Angleterre pour former, pour devenir plongeur nitrox. Voilà. Donc plutôt sympa. Donc, tu as quel niveau en plongée? Bonne question, je suis niveau 4, Advanced Nitrox. Avant de faire mon vestibulaire, j'avais commencé à faire une formation en trimix dans le Mexique. Voilà. Quelle a été ta plongée la plus profonde et la plus longue? Alors la plus profonde, c'est un petit peu un scénario catastrophe pour aller récupérer quelqu'un qui est parti en Marcose, qui était persuadé de remonter alors qu'elle était en train de caler au large d'Antibes et que quand j'ai réussi à rattraper la personne, mon ordinateur de plongée affichait déjà 3 chiffres. Waouh! Donc on était aux alentours des 100 mètres. À 100 mètres, j'étais forcément, comme on dit familièrement, pété comme un coin. Je n'avais qu'une obsession, c'était de remonter. Et c'est la première fois que j'ai eu à larguer mon lest. Ok. Voilà, donc j'en suis pas forcément fier. L'histoire s'est bien terminée, mais elle aurait pu se terminer comme celle qui s'est terminée tragiquement il y a une trentaine d'années quand je suis rentré dans la boîte. Ces 2 plongeurs disparus sur le tombant des Américains à des profondeurs très similaires. Ok. Voilà, donc la plongée, c'est pas nécessairement la course à la profondeur. Faut y aller de manière graduelle pour se rendre compte de tous les risques que l'on va prendre en descendant de plus en plus profond. Donc ça fait partie de l'expérience. C'est comme rouler vite sur route ou rouler vite sur circuit, c'est pas la même chose. Donc derrière, c'est emmagasiner de l'expérience au fil des plongées, un petit peu comme les expériences que tu as pu vivre il y a pas très très longtemps avec ton papa, où là aussi ça s'est bien terminé, mais ça fait partie des expériences de plongeur. C'est sûr. C'est ce qui va faire de toi une bonne plongeuse. C'est que tu as vécu une situation, que tu as su analyser et les éléments qui ont déclenché ce qui s'est passé, tu sauras les anticiper. Plonger profond, oui, mais dans les limites que te permettent ton équipement, les mélanges gazeux, la structure,
mettre en place les process utiles et nécessaires à la sécurité de l'ensemble des membres de ta communauté. Voilà pour la plongée la plus profonde. C'était pas volontaire au départ. La plus longue, bonne question. La plus longue, ça doit être dans 10 mètres d'eau aux Bahamas, sur des patates de coraux successives, où j'ai dû rester pas loin d'1h20, juste à faire de la macro sur des branches de corail. Trop bien. Et t'es en toute sécurité parce que tu dois avoir 25 mètres de visibilité horizontale. Même si tu perds ta flottabilité, tu peux pas descendre plus bas que 12 mètres puisque t'es sur un banc de sable. Donc voilà, un moyen sympa de rester au chaud parce que là, les eaux sont chaudes. Tu fais de la photo sous-marine? J'ai essayé, oui, puisque les hasards de la vie ont fait que la Spirotechnique a été le distributeur d'une marque de caissons d'appareils photo qui s'appelle CNC. On a distribué cette marque-là. On avait créé avec un collègue des modules pour former les gens à la prise de vue sous-marine. Puis ça a très très vite capoté puisque c'est au moment où les appareils numériques ont supplanté l'argentique. Ah. Les appareils CNC, c'était des appareils argentiques. Donc avec toute la complexité de la prise de vue sous-marine à cette époque-là, parce que tu ne voyais le résultat qu'après le développement de ta pellicule. Donc les problèmes de particules, le positionnement flash, c'était un sacerdoce. Donc oui, j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier à la photo sous-marine grâce à la distribution de ces équipements. Mais bon, la prise de vue sous-marine reste quelque chose d'assez complexe, même encore aujourd'hui, même si c'est simplifié avec l'apparition et l'avènement des appareils numériques. Et est-ce que tu sais combien tu as fait de plongées et est-ce que tu continues à les compter? Non, j'ai compté mes plongées que pour passer mes brevets. Donc, je m'étais amusé il y a quelques années à essayer de quantifier au travers des plongées que j'ai pu faire avec mon épouse, que j'ai pu faire pour le boulot et autres. Je pense que je suis largement au-delà des 3000 plongées. Mais le jour où j'ai dit stop, j'arrête les formations, je n'ai plus compté. Je suis très mauvais élève. Je n'ai jamais rempli un carnet de plongée à partir du moment où j'ai validé mon N4A. Comme à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces interfaces très simples et très ludiques d'interfaçage de son ordinateur avec sa téléphonie ou son ordinateur, j'ai arrêté de répertorier. Et puis après, je te cache pas que en étant salarié d'Aqualung Group, j'ai eu que très rarement à devoir justifier de mes plongées les prérogatives. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air? Oui, j'ai eu. Ça fait partie des expériences de plongée où t'es pris parce que t'es en train d'explorer et puis à un moment donné, tu dis « Ah bah bon, il n'y en a plus ». Or, à l'époque, les manomètres n'étaient pas forcément d'une grande précision, pas forcément bien entretenus non plus. On avait des mécanismes, ce qu'on appelle avec réserve. Et puis, tu baisses ta robinetterie avec réserve. Ça n'existe même plus aujourd'hui. Et puis, tu te rends compte que, non, la réserve, elle est ouverte, mais t'as pas le petit surplus d'air que t'escomptais. Donc, c'est de l'arnaudin un petit peu rock'n'roll avec ton binocle. C'est comme par hasard, tu plonges à ce moment-là un peu hors structure. Donc, plonger du bord avec les copains et les copines. Et puis voilà, et tu remontes comme tu peux. Et tout se termine bien encore une fois. Mais oui, panne d'air, oui, j'ai eu. Ensuite, tu fais toujours attention, effectivement, à surveiller ton manobètre. C'est une partie des expériences. Comme tomber au moins une fois en panne d'essence avec son véhicule, c'est pareil. Est-ce que ton fils plonge aussi? Oui, il plonge avec sa mère, parce que j'ai rencontré mon épouse en plongée. Niveau 4, il était de coutume dans un centre de plongée, dire t'es niveau 4, il y a des gens encadrés, je te facture pas la plongée et tu m'encadres les gens. Donc il y avait une charmante jeune femme à les faire plonger, donc j'ai dit oui au responsable du centre de plongée. Et il n'y a pas très très longtemps, on a partagé 33 ans de vie et on s'est toujours dit qu'on ne forcerait pas les enfants. On n'a eu qu'un relais. On l'a jamais forcé. Jusqu'à l'âge de ses 16 ans, il a dû enquiller, je sais pas moi, une bonne trentaine de baptêmes. Du soir, j'ai dit, mais t'en as pas marre de faire que des baptêmes, tu voudrais pas avoir un peu plus d'autonomie? Donc, il a passé son open water il y a 3 ans, je crois. Puis depuis, il plongeouille, mais avec le confinement, ses études, ça n'a pas forcément été dans ses priorités. Mais on l'a jamais forcé. C'est pas parce que papa et maman plongeaient que le ou les enfants plongeraient. C'est lui qui décide de ses loisirs. Mais oui, il plonge et oui, il plonge avec son père, et pas de souci.
Est-ce que tu as rencontré dans ta vie un plongeur qui t'aurait particulièrement impressionné? Tous m'impressionnent parce que tous les plongeurs ou les plongeuses, peu importe, vont avoir des vécus intéressants. Donc, la manière dont ils vont les évoquer vont effectivement m'interpeller. Il y a des plongeuses, des plongeurs connus avec qui j'ai eu l'occasion de mouiller le néoprène. Il y en a d'autres avec qui j'aurais énormément de plaisir à le faire. Et encore une fois, avant d'être chef produit, j'ai eu la responsabilité pour Spiro de m'occuper de la communication et du marketing de la marque. Donc oui, j'ai rencontré des tas de plongeurs avec plus ou moins de notoriété. Je cherchais pas forcément auprès de ces gens-là d'aller chercher leur notoriété. Mais oui, j'ai des souvenirs de gens qui ont des vécus en plongée absolument incroyables, qui ont plongé dans énormément de sites. Mes premières plongées avec des gens connus, reconnus et qui m'ont fait rêver quand je les voyais dans une petite télévision quand j'étais gamin en noir et blanc. Moi, j'ai des souvenirs de plongée parce qu'il a travaillé avec nous. Dominique Soumian, qui était à bord de la Calypso avec Cousteau, il était avec nous sur le site de Carros. Donc oui, quand tu plonges avec ce genre de personnage, l'avant et l'après-plongée, c'est juste extraordinaire d'anecdotes diverses et variées parce que la plongée reste une belle aventure. Mais au même titre que je peux être envieux de soigneurs qui plongent dans des aquariums. J'ai des souvenirs de présentation, de lancement de produits dans les aquariums du Trocadéro. Quand tu discutes avec les soigneurs, eux, en dehors des heures d'ouverture, doivent aller s'occuper des animaux, nettoyer les vitres. Et c'est, pour avoir fait une fois, à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, c'est un autre aquarium, c'est juste du délire. J'aurais dû plonger aussi dans cet immense aquarium à Abu Dhabi. Malheureusement, c'est l'année où la vitre principale de l'aquarium était fissurée et puis l'aquarium fuyait. Donc, on pouvait se mettre à l'eau, mais les échelles n'étaient pas assez hautes pour pouvoir sortir. Donc, ouais, ça peut être ça. Ça peut être des plongées. J'ai souvenir de plongées sous glace avec Alban Michon à Tignes, des plongées avec des biologistes de Nausicaa, un endroit où t'as pas de vie. Le mec, il t'explique qu'il y a une bestiole que lui a vue. Il reste 1 heure sur la bestiole. Et en sortant de l'eau, tu lui dis, mais pourquoi, comment? Et là, il te raconte toute la vie de la bestiole et tu te rends compte que c'est une espèce endémique qui vit qu'à cet endroit. Donc, ouais, j'en ai pas un en particulier. Tous me font rêver. J'ai d'excellents souvenirs, par exemple, avec les plongeurs d'une association qui a participé à la découverte des 2 navires de la Pérouse, la Boussole et l'Astrolabe, qui se sont échoués sur l'île de Vanikoro. Ils ont vécu des trucs incroyables. Et ce sont des gens, ce sont des livres ouverts d'histoire. Ce sont des puits sans fin de connaissances. C'est ça la richesse de la plongée, c'est que quand tu démarres la plongée, oui, tu apprends un peu de physique, un peu de physiologie, parce que on est obligé de passer par là. Puis après, quand tu t'immerges, tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vois en vie fixée sur les roches, les poissons, l'histoire d'une épave quand tu as la chance d'aller plonger sur des épaves. Et puis, tu continues à apprendre. Donc, côtoyer des gens qui ont découvert, comme l'association Salomon, ces 2 bâtiments historiques. Louis XVI, sur l'échafaud, a demandé à son bourreau, avant de se faire couper la tête, « Avez-vous des nouvelles de la Pérouse ?» C'est un truc de malade. Et toi, tu discutes avec les gens qui ont découvert ces 2 épaves encastrées dans une faille de cette île. J'en ai pas de favoris parce qu'il y en a, comme je viens de l'évoquer, c'est l'histoire. D'autres, c'est la biologie. D'autres, c'est des conditions de plongée. Si, peut-être aller plonger avec un personnage comme Steven Surina pour aller découvrir avec lui les requins avec un éclairage que j'ai jamais eu lorsque moi j'allais plonger avec des requins, ouais. Donc peut-être que ça, oui, ça me tenterait bien, ouais. Peut-être une belle occasion d'aller mouiller le néoprène sur autre chose que la pierre au caillou, comme je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? OSF qui m'a le plus marqué, alors c'était pas avec Alban, c'était bien avant lui, mais en plongée sous glace. Ouais, la plongée sous glace, l'ambiance, la lumière, les couleurs qu'on va rencontrer, je serais tenté de dire que la plongée sous glace fait partie de mes meilleures plongées. Pour pas dire la meilleure, parce que nulle part ailleurs que sous glace, je n'ai rencontré ces lumières. J'ai retrouvé ces sensations-là en regardant des photos prises par des gens comme Greg Lecoeur,
qui a fait des séries sous les icebergs, où là, dans le traitement de l'image de ces clichés, j'ai complètement retrouvé ceux qui m'avaient fait tomber amoureux de la plongée sous glace. Alors oui, c'est des conditions un petit peu extrêmes, mais quand on passe au-delà de ce froid, les lumières, c'est juste mais incroyable. J'ai eu la chance de bourlinguer, comme je le disais tout à l'heure, dans pas mal d'endroits de la planète. Jamais je n'ai vu ces lumières. Jamais. Pour moi, ces chromies n'existent que sous la glace. Donc si un jour tu as l'occasion d'avoir une expérience de plongée sous glace, faut le faire. Ouais, bah, c'est un truc que j'adorerais faire, mais je suis tellement frileuse que je sais pas comment je pourrais faire. La solution, c'est de passer en vêtements secs. De toute façon, aucun centre digne de ce nom ne te fera plonger sous glace avec autre chose que du vêtement sec, qui fait partie intégrante des panoplies qu'un plongeur a à disposition. Donc, sous-entendu, il faut savoir faire ces expériences aussi. Et que, dessous, les protections thermiques dont on bénéficie aujourd'hui sont largement supérieures à celles qu'on pouvait connaître il y a une vingtaine d'années. Grâce à la démocratisation de plein de sports, de ce qu'on appelle l'outdoor, de plein air, les matériaux ont fait un bond en avant en termes de protection thermique et surtout d'épaisseur. Aujourd'hui, avec des vêtements et des sous-couches techniques exactement sur le même principe que ceux qu'on peut utiliser au ski, on est un peu moins bibendum qu'il y a quelques années en arrière, où on était obligé d'embarquer des grosses fourrures polaires pour se protéger de la morsure ou du froid. Ouais, La plongée sous glace en montagne, c'est une expérience mais juste extraordinaire. ouais, j'imagine. La neige, la glace, le trou, j'ai eu l'occasion aussi de le faire dans les fjords en Norvège. Ouais, C'est juste magique. Et ça, c'était des plongées avec notre distributeur en Norvège, un monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait Njål Haga. Njål, il avait sa maison au bord d'un fjord et à chaque fois, il nous invitait chez lui et à chaque fois, on allait plonger au pied de sa maison. Enfin, c'est magique, magique. on le fera un jour. J'espère. À mettre dans ta to-do list de plongeuse. Ça y est, ça y est. Ça y est, d'accord. Quel est ton animal sous-marin préféré? Il y en a plein, mais je reste tanké sur le requin. C'est le premier gros que j'ai vu. Je resterai toujours sous le souvenir de cette rencontre, un mélange de plein d'émotions qui sont là, la peur, l'angoisse, mais surtout le respect de cet animal qui était là avant nous et tu vois qu'il est chez lui, quoi. Il dégage une telle puissance, rien qu'en l'observant, même s'il ne déplace pas vite, il évoque pour moi la puissance et le respect. Après, ouais, il y a peut-être des très gros pour lesquels je dois avoir un coup de cœur, mais malheureusement, baleines, les quelques plongées que j'ai pu faire sur des sites où on aurait dû en voir, je les ai pas encore, mais ça, c'est la vie du plongeur. Tu vas sur des spots, t'es censé voir des choses, mais il y a des jours, c'est pas là. Pour le moment, ça reste le requin. Ça marche. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? Oui, même avec les années, et je pense que c'est plutôt sain que d'avoir des appréhensions. Un petit peu comme quand je dois prendre la parole en public face à des élèves ou face à des journalistes ou même vis-à-vis de choses qu'on réalise ensemble. Il y a toujours dans les premières secondes une forme d'appréhension. Puis après, l'expérience, tes acquis font que ça se déroule. Même avant la mise à l'eau, la préparation du matériel, il y a une espèce de cérémonial presque immuable quand tu as plongé en utilisant un moyen de support tel qu'un bateau. Il y a toujours un cérémonial d'arriver sur le bateau, se faire enregistrer, prendre sa bouteille, préparer son équipement, l'appréhension des gens avec qui tu vas plonger. Tu observes les gens sur le bateau. Si t'es pas avec des collègues de travail qui on va avoir dans la palanquée, tu connais pas tout le monde. Et puis, sur un site que tu connais pas, il y a forcément une appréhension de quelle va être la température de l'eau, même si on nous a dit qu'elle était à 22, 25, 18. Il y a toujours cette appréhension du choc thermique, de la visibilité, et puis la découverte du site, où est le soleil, comment je vais m'orienter. Ouais, il y a toujours une forme pour moi d'appréhension, mais qui ne dure, encore une fois, que quelques secondes. Quand on fait des plongées en bateau, j'adore le chemin sur le bateau, en fait. C'est vraiment un moment, je trouve, qui te vide l'esprit juste avant la plongée, justement. Ouais, ça peut être un moment effectivement de zénitude, mais pour certains ou certaines, ça peut être aussi un moment d'angoisse. Est-ce que je vais être malade, pas malade? Ouais. Ça, chance de pas être malade sur un bateau, ça va. Mais le moment qui, toi, te dire, je suis dans ma bulle, je suis bien, je suis contemplatif, on s'éloigne de la côte. J'en ai, là, ça fait déjà 10 minutes qui sont nauséeux et qui m'ont angoissé. Le moment où je dois m'enfermer dans mon néoprène, on doit fermer la fermeture, vivement qu'on soit dans l'eau.
Chacun va vivre différemment, mais si Oui, c'est pas faux. je suis comme toi, j'ai la chance, je suis pas malade en maths. Donc oui, à la limite, si ça bouge un peu, ça va m'amuser et je vais être serein. Mais c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est sûr, on n'est pas tous pareils. On n'est pas égaux. Moi, j'ai chopé le mal de mer sous l'eau. Donc, Ah ouais, pas cool. ah non, pas cool. Quels sont tes futurs projets? Au niveau professionnel, c'est effectivement de continuer à développer l'académie. J'espère que l'aventure autour de ce projet d'entreprise me permettra, dans les dernières lignes droites que j'aurai à parcourir, de pouvoir commencer à ouvrir sur l'extérieur des formations que je peux dérouler, parce qu'il y a des choses qui pourraient intéresser effectivement les gens de l'externe. Quand je dis l'externe, c'est pas le grand public, mais les professionnels avec lesquels on travaille. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui m'amuserait. Après, oui, j'ai des jardins secrets sur la course à pied ou le trail, sur des projets de raid aventure sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors, quand je dis plusieurs centaines, c'est entre 300 et 400 kilomètres de course. Waouh. Ouais, un petit jardin secret que je commence à construire pour mes 65 ans. Passer de courses de plus de 100 kilomètres dans l'année à une course de plus de 300 kilomètres, c'est pas la même chose. Mais ouais, ça ferait partie des trucs que j'aimerais bien cocher. Et puis, la dernière, c'est de pouvoir mouiller une dernière fois le néoprène, soit vers le Japon, soit vers l'Australie. Waouh. 2 régions du monde que je n'ai malheureusement pas pu découvrir d'un point de vue professionnel, mais qui possèdent des eaux un petit peu différentes que celles que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie professionnelle et privée. Donc ouais, Japon, Australie, j'aimerais bien pouvoir mettre une paire de petits drapeaux sur 2-3 spots par là-bas. Ouais. Voilà, donc il y en a plein, c'est ceux du moment, mais il peut y en avoir d'autres. Nous aussi, le Japon et l'Australie, c'est sur notre liste. Mais j'avoue que l'Australie, moi, toutes les bêtes là-bas, ça me fait un peu peur. Ouais, mais oui, il y en a. J'en ai rencontré certaines en Guyane. T'as des moustiques qui sont juste monstrueux. C'est pas forcément les gros bestiaux les plus dangereux. Quand on faisait nos marches forcées en forêt équatoriale, à certaines périodes de l'année, il faut se méfier des papillons. Ah ouais? Un papillon, c'est pas bien méchant. Je crois qu'ils appelaient ça la papillonite. Les pigments qui sont sur les ailes des papillons, il y a certaines races de papillons à certaines périodes de l'année où ces poudres-là sont toxiques. Si même les papillons, on doit s'en méfier. Donc, il faut avoir plus peur d'un papillon, d'un gros lézard, d'une grosse araignée ou d'une grosse bestiole en Australie. Je suis pas sûr. Là, faut demander aux locaux. En réalité, vaut mieux aller plonger avec des requins. Ouais, je pense, ouais, c'est pas mal les regards. C'est sympa. Alors, donc Manu, quand est-ce qu'on plonge ensemble? Mais écoute, quand tu veux, je peux pas te faire de meilleures réponses. Soit tu reviens sur la Côte d'Azur, on essaye, et je le ferai pour toi, d'aller se faire une pierre au caillou. Soit on essaie de se donner rendez-vous sur nos spots de rêve, quelque part entre le Japon et l'Australie, dans les années à dire. Ouais, pourquoi pas, ça serait très cool. Ah, ça pourrait être un délire, hein. Ça pourrait être un délire. Manu, plongeur padawan, pourquoi pas? Carrément. Mais il va falloir te suivre parce que toi, t'as quand même l'art et la manière de trouver des bons plans à chaque fois. Enfin, en tout cas, toujours bravo. Bravo et merci pour ce que tu fais pour le monde de la plongée à ton échelle. Parce que je trouve ça remarquable ce que vous faites avec Plongeur Padawan. Merci à toi, surtout. Je trouve ça frais et dynamique. Et puis en plus, je pense que tu réponds aux questions que se posent des tas de gens qu'on voit pendant le salon, mais qui n'osent pas forcément venir les demander aux professionnels. Je trouve qu'il y a une approche très didactique dans ce que tu fais et je trouve ça très très sympa et je tenais à te faire savoir. Merci beaucoup. En tout cas, on essaye. Et puis, je pense qu'on peut donc annoncer que ensemble, on va lancer une série d'épisodes pour répondre justement à des questions que se posent des plongeurs sur les équipements de plongée. Donc, on parlera de plein de choses, d'étendeurs, combinaisons, stabs, etc. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut teaser un petit peu, comme il dit dans le jargon, sur ce qu'on pourrait faire ensemble pour essayer de répondre ensemble à toutes les questions que les visiteurs d'un salon comme celui de Paris et celui d'Hélène de Terrac peuvent venir nous poser. Il y a des gens qui osent poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Si les gens ont des questions, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas réussi à trouver une information. Donc, charge à nous de leur donner. Et si on peut le faire ensemble, ouais, avec grand plaisir. Mais oui, autour de l'entretien, du stockage, du choix de ces équipements, si ensemble on peut donner un petit éclairage à ces gens qui se posent ces questions-là avec, encore une fois, grand plaisir. Carrément.
Merci beaucoup Manu, on est super content d'avoir enfin pu te consacrer un épisode à notre podcast et on te remercie encore pour ta patience et ta générosité d'avoir toujours répondu à nos questions. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, comme on m'a teasé, on se dit à très très vite. Ouais, Encore merci de ton accueil et merci à ce que tu fais. Au revoir. au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.